Alors, on va enchaîner sur les enjeux de l'engagement. Pourquoi s'engager et surtout comment. Merci à toutes les deux. Alors, je vais appeler mes invités. Elle est sociologue et politiste, directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation OPSOCO. Merci de nous rejoindre. Guénaël Go. Où êtes-vous, Guénaël? Vous êtes là. Il est directeur général du groupe Maïf et coprésident du mouvement Impact France. Bienvenue à vous, Pascal Demurger. Vous vous asseyez où vous voulez, moi je suis là. Voilà. Bon, Pascal Demurger discute, alors du coup on va enchaîner. Elle est sociologue. Elle est sociologue spécialiste des questions d'engagement, présidente du mouvement associatif et membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'accueillir Claire Toury. Et pour finir, il est président de Family Business Network France, le réseau des entreprises familiales. On en a parlé en introduction. C'est un réseau qui est présent dans 65 pays avec 20 000 membres, dont 2 000 en France. Venez nous rejoindre, Philippe Grodner. Alors, on a un peu rattrapé notre retard. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais vous pouvez un peu incliner le fauteuil comme je vais le faire pour que ce soit un peu plus convivial. Voilà. Sinon, ça fait un peu brochette. Alors, bonjour à tous les quatre. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Claire Toury. On va consacrer un peu de temps au décryptage en amont, mais après, on va vraiment enchaîner sur le comment. Je crois qu'il faut qu'on consacre plus de temps au comment. C'est l'objet vraiment de cette scène. Donc, quand même, Claire Toury, vous êtes spécialiste de l'engagement, vous avez fait une thèse là-dessus. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots pourquoi l'individu s'engage aujourd'hui? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors en quelques mots, je vais être brève, mais laissez-moi 3 minutes si c'est possible. Si je suis un peu caricaturale et vous m'en voudrez pas, je vous propose qu'on se replonge un peu en arrière. Il me semble qu'on a 3 ères de l'engagement qui sont en train de se succéder. Une première ère de l'engagement, et encore une fois je suis caricaturale, pardon, qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'incarne par la figure du militant communiste. C'est un engagement qui est total, intense, qui passe par l'adhésion à une structure, un parti politique, un syndicat, qui va occuper toute la sphère de la vie de l'individu et qui nécessite des sacrifices pour un éventuel grand soir qu'on ne verra peut-être pas, mais dans l'optique voilà, de voir le monde changer de façon assez profonde, un jour peut-être. Seconde Guerre mondiale. Deuxième ère de l'engagement dans les années 70 avec ce qu'on appelle le tournant de l'individu. Progressivement, l'individu s'émancipe de son collectif d'appartenance et puis a plus d'espace, a davantage de liberté. Alors il faut mettre beaucoup de guillemets autour de ce mot, mais davantage de liberté. Il veut pouvoir choisir sa vie et donc être un peu plus maître de ce qu'il est. Voilà, donc ça implique une recomposition autour de l'individu. Puis s'ensuit, à la fin des années 90, la fin des années 80, pardon, 89, chute du mur de Berlin, puis fin de l'URSS et donc fin des grandes idéologies. Et donc si vous me suivez toujours avec ma figure du militant communiste, ce grand soir pour lequel on s'est mobilisé, auquel on a rêvé, ben en fait il n'existe pas et toutes ces grandes idéologies, ce monde rêvé, fantasmé, il n'existe sans doute pas. Et donc ça, croisé à un tournant de l'individu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup, les formes d'engagement se recomposent. Je continue de m'engager, mais je veux m'engager et je veux voir les résultats concrets de mon action. C'est l'engagement pragmatique. C'est un engagement qui est aussi réversible. Je vais défendre une cause à un endroit ou à un autre, mais si la structure dans laquelle je m'engage ne me convient pas, je vais aller ailleurs pour porter ma cause ailleurs. Et c'est un engagement qui se fait au profit de l'individu, au profit de son épanouissement. C'est l'engagement un peu du colibri des petits pas. Ça, c'est la deuxième ère. Moi, mon intuition que j'ai un peu éprouvée, mais enfin, voilà, il faut encore un peu pousser ça, c'est qu'on est en train de rentrer dans une troisième ère de l'engagement, notamment autour des très jeunes, génération Greta Thunberg en gros. Donc c'est-à-dire que face aux urgences climatiques, première urgence évidemment, mais face aux grandes inégalités, face au sexisme, face aux phénomènes migratoires, aux discriminations, à la hausse de la pauvreté, etc., il est impératif d'agir, mais d'agir tout de suite. En gros, on est face à des très jeunes qui veulent un changement radical, autrement dit un changement à la racine, mais on y reviendra après, je crois, mais qui veulent un grand soir, si vous voulez, mais qui ne veulent pas un grand soir un jour peut-être, qui veulent un grand soir tout de suite, maintenant, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 20 ans ou 30 ans pour voir le monde changer. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on revoit le collectif prendre le dessus. Parce que le changement qu'on appelle de nos voeux, enfin qu'ils appellent de leurs voeux, c'est très jeune, il est tellement structurant, tellement
important qu'il ne peut pas se faire tout seul. Et donc du coup, c'est là où c'est intéressant parce qu'on a une forme d'articulation entre les deux ères précédentes. L'individu, pour qu'il puisse s'épanouir, a besoin de voir le monde changer, mais pour que le monde change, l'individu a besoin de se mobiliser de manière collective. Et ça a des conséquences, et après je me tais, ça a des conséquences sur les institutions, sur les organisations traditionnelles, que ces très jeunes qualifient d'un peu lentes. Voilà, mais on y reviendra. Alors, Pascal Demurcher, vous dirigez le groupe Maïf et vous êtes coprésident d'Impact France. Vous avez écrit un livre qui est paru déjà il y a quelques mois, enfin même il y a 2 ans peut-être, années, oui, peut-être 2 ans, qui s'intitule « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas ». Je voudrais savoir d'où vous tirez cette conviction, voilà, qu'est-ce qui vous a éveillé à ce sujet et surtout en quoi pour vous ce message est encore valable plus que jamais aujourd'hui. Alors plus que jamais, vous avez raison, hein, ce livre date de 2019 en effet. Et au fond, j'ai voulu exprimer, j'allais dire 2 convictions, ou plus exactement une conviction et une expérience. Ma conviction, c'est que, oui, je crois que l'entreprise n'a déjà largement, mais en tout cas demain n'aura plus le choix que de s'engager, tout simplement parce que, voilà, Claire l'a bien dit, hein, il y a une attente sociale qui est extrêmement forte, qui s'exprime dans la société en général, qui s'exprime à travers tout simplement nos clients, et qui s'exprime de plus en plus et de manière très forte et très rapide depuis quelques années et quelques mois à travers nos collaborateurs. Aujourd'hui, attirer des talents ou les fidéliser est devenu extrêmement difficile si on n'est pas capable d'apporter du sens. Donc oui, l'entreprise est sommée de s'engager. Et je ne parle même pas des réglementations qui se mettent en place, des exigences de transparence, hein, CSRD ou autres, la taxonomie, etc., qui sont là pour objectiver cet engagement de l'entreprise. Ça, c'était le constat. Et puis, j'ai voulu, en regard de ce constat, livrer une expérience qui, pour le coup, est peut-être une bonne nouvelle. C'est que l'engagement, ce n'est pas seulement une source de coûts, ce n'est pas seulement une source de contraintes, ça peut être véritablement une source de performance. Je crois qu'on peut créer de la performance en s'engageant plus, à la fois pour l'écologie et pour le social, précisément pour les raisons que je vous ai dites, parce qu'il y a en effet une attente. Lorsque la Maïf utilise... Alors, vous allez nous dire ça un peu plus tard, parce que je suis désolée. Non, mais je vous en prie. Je voudrais donner un peu la parole à tout le monde et vous redonner un peu... Alors, on dit Gwenaël ou Guénaël? Alors, Guénaël. Guénaël. Alors, pardon, hein, excusez-moi. Mais... Donc, vous dirigez l'Obsoco, Observatoire Société de Consommation. Vous avez publié un baromètre de la perception de l'engagement des entreprises. J'aimerais que vous synthétisiez les quelques résultats pour qu'on pose un peu le sujet. Alors, peut-être avant d'en venir aux chiffres, juste me placer et pour mieux les éclairer, me placer un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, en convoquant finalement l'étymologie du mot engagement. Parce que l'engagement, c'est mettre en gage, c'est se lier par un contrat. Et finalement, une entreprise même est un engagement. Mais ce qui me semble intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? C'est qu'il me semble que justement, en fait, ce sont les termes de notre contrat social qui sont en jeu. C'est un petit peu ce que vous commenciez à dire, c'est-à-dire le fait de notre modèle de développement capitaliste fordiste, en fait, est en crise et il faut dépasser ce modèle-là. C'est-à-dire c'était un modèle production de masse, consommation de masse, un État-providence basé sur la taxation du travail. Et tout ça, en fait, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Il faut renégocier les termes du contrat social. Et c'est effectivement une nécessité, c'est ce que demandent clients, consommateurs, Français en général, et ce dont tout le monde a conscience, on vient d'en parler. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que les Français attendent beaucoup de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est un acteur de transformation pour les Français. Donc les attentes sont fortes et les attentes, elles sont principalement sur les termes de ce contrat-là. Et en même temps, les chiffres de votre baromètre montrent qu'ils sont dans une très grande attente, mais ils n'ont pas l'impression que ça existe vraiment, en fait. Oui, alors, pour le moment, c'est vrai que ce qu'on voit dans notre baromètre, c'est qu'il y a à peu près un Français sur 5 qui dit que les entreprises sont suffisamment engagées en termes de transition écologique, la même proportion s'agissant des grandes questions sociales et sociétales. Et quand on leur demande même de façon totalement ouverte de nous citer une entreprise engagée, il y en a 83% qui sèchent, qui ne savent pas citer une entreprise.
Donc il y a une perception insuffisante de l'engagement de l'entreprise. Il y a un chiffre dans votre baromètre qui indique que 68% des Français, que pour 68% des Français, c'est davantage à l'État d'agir qu'aux grandes entreprises. Qu'est-ce que... Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on leur a demandé qui doit agir en priorité. Et d'abord, ils nous disent l'État, donc à 68%, comme vous le citiez, mais juste derrière, ils nous disent les grandes entreprises, et juste derrière encore, les consommateurs et les citoyens. Pour eux, si vous voulez, tout le monde, c'est une approche qui doit être systémique, et tout le monde doit agir. Bien sûr, l'État, parce que ce qu'on voit par ailleurs dans d'autres types d'études, c'est qu'ils ne croient pas en l'autorégulation, par exemple. Donc l'État pour encadrer, les entreprises pour être moteurs, et les consommateurs et les citoyens pour être également à leur niveau des moteurs. Et il y a un chiffre que j'aimerais qu'on cite parce qu'il va faire écho à des choses dont on va parler un peu plus tard dans la journée, mais on peut aussi en parler là, sur la jeune génération. C'est-à-dire que 40% des 18-24 ans sont prêts à renoncer à un achat en raison d'une insuffisance environnementale, sociale ou sociétale. Et en même temps, j'aimerais vous interroger là-dessus. On a vu quand même, avant l'été, cette polémique avec l'enseigne chinoise Shein, où il y avait quand même beaucoup de jeunes qui allaient acheter chez Shein. Donc j'aimerais que vous, en tant qu'experte, traductrice des comportements de la société, que vous nous disiez un peu comment vous faites le lien entre ça, comment on peut comprendre un peu ça. Alors, moi, j'entends souvent le consommateur est paradoxal. J'entends souvent il a des aspirations et puis on voit bien qu'il ne les met pas en pratique. Le constat est un peu court et un peu dangereux, en fait, je pense, parce que les gens sont pris, si vous voulez, entre des aspirations et un cadre de contraintes. Et ce constat, il est souvent convoqué pour se dédouaner d'agir. Or, si vous voulez, c'est à la fois hyper individualiser la responsabilité et c'est la concentrer aussi sur la consommation. Alors que quand je vous parlais du contrat social, il faut agir sur l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire, c'est pas seulement en bout de chaîne la consommation, c'est également qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on fait aussi dans un cadre où le désir d'achat, plus que jamais, est sursollicité en permanence. Et donc, on voudrait que le consommateur tout seul résiste. Ça me semble pas possible. Les gens, encore une fois, c'est plus facile, hélas, d'abdiquer sur ses aspirations que d'abdiquer sur ses contraintes. On ne le peut pas. Et donc, à mon sens, c'est justement un paradoxe et c'est un paradoxe de notre société, c'est-à-dire on est appelé à, il faut de la croissance et en même temps il faut de la sobriété, donc il faut réinventer des nouvelles formes de valeur, et c'est les entreprises qui vont justement s'y coller et pas se tenir à ce paradoxe qui vont s'en sortir. Alors, donc pour vous, c'est encore plus la preuve qu'il faut que les entreprises soient responsables. Alors je me tourne vers vous, Philippe Grodner, vous représentez Family Business Network, FBN. Absolument. qui est donc cette association internationale qui a été créée il y a une trentaine d'années pour regrouper, et pour aider à la pérennisation des entreprises familiales. Alors, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit ? Écoutez, déjà, par leur genèse ou par leur ADN, les entreprises familiales sont engagées. Quand vous êtes dirigeant d'une entreprise familiale, quelle que soit votre taille, vous avez des actionnaires, comme n'importe quelle entreprise. Sauf que ces actionnaires, ce sont des membres de votre famille. Par conséquent, déjà, l'engagement, il est là. Vous êtes redevable vis-à-vis de votre famille et donc vous avez déjà un engagement qui est forcément sincère, profond et durable. Sinon, vous n'y allez pas. Tout simplement, vous n'y allez pas. Je voulais dire aussi que dans ce réseau d'entreprises familiales, il y a beaucoup la notion de sens qui est donnée à cet engagement. Beaucoup de jeunes, et l'une d'entre vous, vous l'avez dit chacune de votre manière, cherchent à donner du sens à leur engagement professionnel. Et moi, mon propos, quand j'entends les uns et les autres, c'est de dire quand vous avez un actionnaire qui est un fonds d'investissement à l'autre bout du monde, c'est pas pareil que quand vous avez un actionnaire que vous voyez chaque week-end au déjeuner de famille. Et quand vous voyez cet actionnaire au déjeuner de famille, il est capable de vous dire ce qu'il pense de votre engagement. Alors l'engagement vis-à-vis de l'entreprise, mais l'engagement vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de tout son environnement, vis-à-vis de son ancrage régional, vis-à-vis de son territoire et vis-à-vis de sa longévité. Car
tout engagement n'est valable, notamment en matière de RSE, parce que là on a un peu focalisé sur la RSE bien sûr, que sur le temps long. Il n'est pas valable sur le temps court. Et pour avoir le temps long, il faut avoir un actionnariat stable. Donc voilà comment je réagis à première vue sur ces propos. On va reparler du temps long parce que c'est un élément très important de comment on s'engage. Pascal Demurger, vous appelez à une certaine radicalité de l'engagement. Je voudrais qu'on parle du comment s'engager aujourd'hui. Donc vous appelez à une certaine radicalité de l'engagement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Moi, évidemment, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, quand j'entends radicalité, j'entends peut-être un peu de violence, mais je ne crois pas que ce soit ça que vous vouliez dire. Non, alors moi, j'appelle surtout à la sincérité dans l'engagement. Oui. Je crois beaucoup à la nécessité d'une sincérité totale. D'ailleurs, la raison d'être de la Maïf est construite sur ce thème. C'est l'attention, ça tourne autour de l'attention sincère portée à l'autre et portée au monde. Et je crois que cette question de la sincérité est totalement centrale. Autrement, c'est elle qui permet en réalité, cette sincérité, de distinguer le greenwashing de l'engagement réel et profond. Le social washing aussi. Et le social washing et le women washing. washing. Et le mission washing en général. Voilà, le washing. Après, si à travers radicalité, vous voulez qualifier le fait qu'il faut que le changement soit systémique. C'est-à-dire que la RSE ne soit pas seulement à côté de l'activité de l'entreprise un certain nombre de bonnes actions au fond que l'entreprise va faire, au cœur de la stratégie. Une fondation ou que sais-je, mais véritablement porter la transformation dans la chaîne de valeur même de l'entreprise, dans ses différentes activités. Alors si c'est ça que qualifie radicalité, moi j'y adhère complètement. Mais vous l'avez compris, moi je crois au contraire que l'engagement de l'entreprise n'est pas du tout une source de conflit et ne doit pas se faire de manière conflictuelle. Bien sûr que non. Au contraire, je pense que l'engagement de l'entreprise va plutôt dans le sens d'une forme d'apaisement. C'est vrai en interne, quand on transforme radicalement le management de son entreprise et qu'on commence à la manager. C'est ce que vous avez fait, vous, à la Maïf. Absolument, de manière très volontariste, très forte, et peut-être très radicale au fond, et avec des résultats tout à fait impressionnants sur... J'aimerais que vous... voilà, ce n'était pas forcément l'ordre dans lequel je voulais parler de ça, mais allez-y, puisqu'on l'aborde. Comment vous avez changé le management de la Maïf ? Changer le management d'une entreprise de 10 000 salariés, ça passe par quoi ? C'est au fond passer d'un management qui était classique, sans être complètement, comment dirais-je, torsionnaire, mais un management vertical. Qui reposait sur, exactement, vertical, qui reposait sur une certaine image, représentation de l'autorité. Je donne un ordre, j'en exécute, j'en vérifie l'exécution, j'en sanctionne le résultat. Et on est passé à un management par la confiance qui repose au fond sur 3 ingrédients. D'abord la question du sens, parce que je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui, et c'est normal et c'est heureux, de possibilités de motivation, de possibilités d'entraînement, de création d'une dynamique dans un corps social, si on n'est pas capable de lui donner du sens. Et du sens à la fois de l'action globale de l'entreprise, mais aussi d'une déclinaison pour chacun des individus, pour sa contribution. La deuxième chose, c'est effectivement la question de la confiance, c'est-à-dire au fond, quel est le niveau de marge de manœuvre que je vais laisser à chacun de mes collaborateurs. Est-ce que le collaborateur est là simplement pour exécuter un process qui a été décidé au-dessus de lui, ou est-ce qu'on demande au collaborateur, on lui fait confiance, parce qu'en situation, c'est lui qui est le mieux à même de juger de la position à tenir finalement et de la réaction à avoir. Est-ce qu'on lui fait confiance sur le fait que oui, c'est à lui de prendre la décision ? Et puis le troisième ingrédient, il est plus culturel, il est plus relationnel. C'est au fond, est-ce que l'on souhaite faire reposer les relations dans l'entreprise plutôt sur une logique de compétition, de concurrence, ou plutôt sur une logique au contraire d'attention en effet, et finalement de bienveillance. Quand vous mettez les 3 ingrédients, en réalité, vous obtenez des résultats absolument incroyables. J'aimerais que vous soyez plus concret, parce que vous avez été quand on a préparé, il y a des choses très concrètes que vous avez fait sur cette confiance. Par exemple, vous êtes une compagnie d'assurance.
Donc pour régler, c'est pas du tout pareil que dans d'autres compagnies où on est obligé de régler le problème en 2 minutes d'entretien téléphonique. Vous faites confiance à la personne qui va accueillir le sinistre, si j'ai bien compris. Donc, mais vous avez parfaitement bien compris. Et ça change tout. Si vous appelez votre assureur, qu'en face de vous, vous avez un téléconseiller qui déroule un script, et c'est quand même le cas le plus général, on va se le dire. Non, et dans plein de métiers, hein, c'est pas propre à l'assurance, loin de là. Si à l'inverse, vous appelez un autre assureur et que le conseiller ou la conseillère que vous avez au téléphone, elle ne déroule pas un script, déjà elle vous écoute. Elle est ou il est attentif, peut-être tout simplement à la situation émotionnelle dans laquelle vous êtes. Parce que si vous déclarez un sinistre, c'est qu'il y a eu un problème et ça peut être, oui, on peut être marqué par le vol qu'on a subi, l'accident que l'on a eu ou que sais-je. Si vous avez une personne en face de vous ou au téléphone qui n'est pas le regard sur sa montre, parce qu'elle sait qu'elle a 7 minutes 32 pour prendre votre appel, et qu'au-delà des 7 minutes 32, elle va se faire taper sur les doigts. Mais à l'inverse, si vous avez un conseiller, une conseillère qui sait que de toute façon, on ne va pas lui demander le temps qu'elle a passé ou qu'il a passé, et qui prend sur elle ou sur lui éventuellement d'accorder plus de temps. Ça s'appelle faire confiance à son collaborateur. C'est toi, collaborateur, qui en situation juge du temps nécessaire. C'est toi, collaborateur, qui en situation utilise finalement les meilleurs arguments qui te paraissent pertinents ou décide de l'orientation à prendre. Peut-être que si une dame un peu âgée, qui est assurée depuis 40 ans à la Maïf, vient déclarer le vol de sa bague de fiançailles, et que cette dame, elle n'a jamais déclaré un sinistre de sa vie, peut-être qu'en effet, le gestionnaire va être totalement fondé à ne pas lui demander de justificatif et à lui faire totalement confiance. Mais alors, ça, on voit bien que ça marche pour le management, et ça marche aussi pour le client, évidemment. Et ça marche pour le client. Donc, vous avez des performances, parce que vous avez fait au début le lien entre... Vous avez des performances économiques de ça. On a des performances des deux côtés. On a des performances du côté des salariés. Lorsqu'on a mis en place ce management par la confiance il y a une dizaine d'années, en 18 mois, 25% de baisse de l'absentéisme. Un niveau d'engagement des collaborateurs, de motivation incroyablement élevé. Un INPS, le NPS des employés, qui explose les moyennes du secteur. Et si on regarde du côté du client, c'est encore plus spectaculaire. Là, pour le coup, le NPS, personne n'est capable de nous concurrencer. On a le taux de satisfaction, évidemment, le plus élevé du secteur. Et donc, ça veut dire quoi, taux de satisfaction le plus élevé du secteur? Ça veut dire deux choses. D'abord, le taux de fidélité de nos clients, de très loin le plus élevé de notre secteur. Et ça, économiquement, c'est évidemment extrêmement important, très profitable. Et par ailleurs, le taux d'attractivité de la marque le plus élevé. Depuis, par exemple, que en pleine crise Covid, on a pris la décision, parce que les voitures ne roulaient plus dans les rues. Moi, je suis descendu dans la rue à Paris, boulevard Saint-Germain, et j'ai vu qu'il n'y avait aucune voiture. Je suis rentré chez moi, et le lendemain, j'ai dit à mon équipe, on ne peut pas moralement conserver les primes d'assurance automobile de gens qui n'ont pas droit d'utiliser leur voiture. Et on a remboursé 2 mois de primes automobiles. Je peux vous dire, ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais ce dont je peux témoigner, c'est que depuis 1934, date de création de la Maïf, jamais on a eu un développement aussi fort et une attractivité aussi grande que depuis qu'on a pris cette décision. Et ça continue, et on est en 2023, ça fait déjà 3 ans et demi. Alors, Philippe Grenard, je vous sens bouillir, là, bouillir dans le bon sens. Non, dans le bon sens, mais je sens que vous avez envie de réagir de votre niveau en entreprise familiale. C'est-à-dire, ce que j'entends dans les propos de notre ami, c'est effectivement un management plus humain, de proximité et de confiance vis-à-vis des collaborateurs. Et ça, je dirais que c'est dans l'ADN des entreprises familiales. Parce que justement, la proximité avec les salariés fait partie de nos gènes. Et je vais juste très rapidement donner quelques statistiques. Oui, parce que le temps file, il faut que je fasse reparler très vite. Nos Il faut quand même savoir qu'en France, les entreprises familiales, c'est 50% des emplois. C'est 75% des PME. C'est 50% des ETI et c'est 20% des grands groupes. C'est-à-dire qu'en fait, un emploi sur 2 en France
et dans une entreprise familiale. Donc cette gestion de l'humain dont vient parler notre ami, cette proximité avec l'ensemble des parties prenantes, c'est quelque chose qui est extrêmement présent quand vous avez un actionnaire qui est une famille, qui a des valeurs et qui peut transmettre ces valeurs sur le long terme. Donc voilà, donc nous sommes là pour défendre ce modèle. Le Family Business Network agit pour ça et je partage complètement les exemples qui ont été donnés. Alors je voudrais vous faire réagir, Guénaël, et puis peut-être vous aussi. Alors, est-ce que vous avez entendu? Comment ça fait voilà. En fait, moi, ça confirme ce que disait aussi tout à l'heure Olivia Grégoire, du reste, c'est-à-dire l'engagement, c'est pas la charité, c'est pas la philanthropie. L'engagement, comme vous le dites, Pascal Demurger, c'est au cœur du réacteur. On va dire que ça n'est pas que. On va dire que ça n'est pas non, que. C'est même, c'est autre chose. Je pense qu'on peut, si vous voulez, s'occuper des ours polaires, aller planter des arbres ou donner à des associations, des fondations, mais il faut faire attention, parce que c'est pas ça l'engagement pour les Français aujourd'hui. Une entreprise, elle est attendue d'abord en interne. C'est-à-dire quand on parle de l'engagement, même pour un consommateur, il va regarder la façon dont une entreprise traite ses salariés. Et donc, avant tout, quand on interroge les gens sur ce qu'est justement, ce que doit être les terrains sur lesquels une entreprise doit s'engager, c'est d'abord la façon dont est organisé le travail, la façon dont est partagée la valeur, la façon dont la gouvernance aussi, parce que comme vous le disiez, les employés, les salariés, ils ont envie de participer, ils ont envie de prendre part, en fait, d'être responsables, d'être plus intégrés à tout ça. Et c'est ça d'abord l'engagement. Viennent ensuite, mais à des niveaux aussi comparables, la question de l'environnement, que l'on n'avait pas intégré à ce contrat social dont je vous parlais au départ, et qui maintenant, il faut l'intégrer. Et puis, très fort, et vous le mentionniez là, la question d'égalité hommes-femmes dans les entreprises, les questions plus sociétales auxquelles les plus jeunes sont extrêmement sensibles. Et c'est ça, avant tout, en fait, les questions, le type d'engagement qui va motiver, oui. En tout cas, c'est les raisons de l'engagement. Alors, je pourrais rebondir sur l'engagement. Non, vous n'avez plus le droit. Là, maintenant, c'est une femme. Donc, Claire Toury, on a dit que dans l'engagement, il y a aussi l'égalité femmes-hommes. Donc, voilà. Vous attendez un petit peu. Peut-être vous reparlerez. Hein. C'est dur. Non, mais après, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Pascal, parce qu'il y a un élément important, c'est aussi le fait que la Maïf, c'est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et c'est une entreprise à mission. C'est une entreprise à mission, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc ça veut dire que la gestion, elle est aussi assez particulière et différente, et ça, c'est une force qu'il faut aussi qu'on revendique. Mais moi, ce que j'entends surtout dans ce qui a été dit jusqu'ici, c'est la nécessité d'être exemplaire. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Et l'exemplarité, c'est toujours quelque chose de relatif. On n'est pas parfait, c'est pas la perfection, l'exemplarité. Mais l'exemplarité, ça veut dire que quand on dit des choses, on les fait. Et donc, c'est ce que disait Olivia Grégoire tout à l'heure, hein, les grands discours, mais qu'on parle des entreprises, qu'on parle des politiques, qu'on parle de n'importe qui, et des actions qui rentrent en dissonance avec les valeurs qu'on défend, c'est plus entendable, c'est plus acceptable, et ça crée des ruptures, et ça crée des distances, des incompréhensions. Et il y a un point avec lequel j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait Pascal, c'est quand tu disais on n'est pas forcément obligé de faire ça dans le conflit. Moi, je crois dans le conflit. Ah oui. Je crois que le conflit, c'est pas forcément un problème. Alors le conflit, c'est pas se taper dessus, mais il me semble que l'engagement, c'est aussi accepter les aspérités. C'est accepter qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est accepter qu'il y a des moments où on pose des points de vue qui sont différents, et donc il y a une dimension conflictuelle qui entre en jeu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de dialoguer. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à marteler. Alors, vous en tant qu'entreprise, mais nous en tant qu'acteurs associatifs, tous les acteurs de la société, les acteurs de la société engagés au quotidien, c'est de se dire que voilà, on dialogue, on débat, on produit des désaccords, et on continue à travailler ensemble derrière. Mais ce conflit-là, il est aussi assez sain. Et je crois que l'erreur, et j'en supplie, ne tombez pas là-dedans, l'erreur, le piège là qu'on voit se dessiner, c'est cette tentation de mettre de l'engagement à toutes les sauces. Mais l'engagement, ça veut dire des choses derrière. Ça veut dire que c'est pas forcément simple, c'est difficile, ça veut dire que, encore une fois, en débat, on n'est pas toujours d'accord, c'est pas simplement donner 2 heures de son temps pour se donner bonne conscience. C'est pas seulement ça l'engagement. Et ça, je crois que c'est très important de pas avoir une vision trop angélique de l'engagement. L'engagement, c'est aussi parfois difficile, c'est aussi parfois conflictuel, et c'est pas grave. Je voudrais parler de l'urgence du temps long dont vous parliez, Pascal Demurger. Alors, vous avez l'obsession du long terme. On a dit, Philippe Grenard, que dans les entreprises familiales aussi, le long terme était quelque chose qui faisait partie des valeurs.
On comprend bien que pour s'engager dans la transition écologique, la transformation, tout ça, c'est évident qu'il faut du long terme. Mais comment on fait dans un système capitaliste qui cherche quand même souvent la maximisation des profits à long terme? Vous êtes une entreprise à mission. Il y a d'autres formes d'entreprises qui permettent ça, mais il y a, comment on fait pour accélérer là-dessus? Non, c'est en réalité la question centrale. La question de l'horizon de temps est vraiment la question centrale du couple, au fond, performance-engagement. Je dirais 3 choses là-dessus. D'abord, l'engagement peut créer aussi de la performance à très court terme. Bah, vous On l'avez a vu. évoqué. Alors oui, j'en ai donné des illustrations tout à l'heure, mais d'une manière plus générale d'ailleurs. On a évoqué tout à l'heure les sujets des jeunes générations. Aujourd'hui, aller recruter des talents ou fidéliser des talents sans avoir cet engagement, c'est impossible. Moi, je peux vous dire que je reçois chaque semaine un nombre incalculable de CV de gens qui bossent dans des grandes boîtes et juste qui en ont marre. Soit de mon secteur, soit d'autres secteurs, peu importe, et qui veulent retrouver un peu de sens à leur boulot. Donc, et ça, c'est une urgence, la question de l'attractivité de la marque employeur et de la capacité à attirer ou à fidéliser. Donc il y a des bénéfices aussi de court terme. Mais c'est vrai. Sur les jeunes générations, il y a une table ronde en fin de journée cet après-midi là-dessus. Donc non, mais c'est très important. On va creuser ce sujet, évidemment, des générations Y et Z. Deux autres choses. C'est vrai que l'engagement crée de la performance, mais parfois la crée un petit peu plus à long terme. Ça veut dire aussi que le moment est peut-être venu, y compris pour les actionnaires, de s'interroger sur la question du niveau, du rythme du retour sur investissement. Et c'est pas moi qui le dis. Quand j'entends Yves Perrier, ancien patron d'Amundi, le plus gros investisseur français, un des plus gros investisseurs du monde, dire lui-même dans son dernier rapport qu'on ne peut plus aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, attendre des ROI de 15%, je me dis que oui, il y a une prise de conscience qui est quand même globale. Troisième point, et c'est sans doute le plus important des 3, j'ai longtemps cru, pour être tout à fait honnête, j'ai longtemps cru que le fait que l'engagement, une fois qu'on l'avait démontré, crée de la performance, le mouvement allait s'enclencher, c'est faux. Ça ne suffit pas. Il faut que l'État accompagne ce mouvement. Il n'est plus acceptable aujourd'hui de voir la distribution de 150 milliards d'euros d'aide publique annuellement en France sans aucune conditionnalité en fonction, en considération de l'engagement des entreprises qui les perçoivent. Il n'est plus admissible aujourd'hui qu'il y ait 200 milliards d'euros de marchés publics signés chaque année sans clause d'engagement écologique. Dans les collectivités locales, ça commence social. Quand même beaucoup. Ça commence. Il y a quand même des choses, de plus en plus, vous êtes attendu là-dessus. Et ça commence même sur la conditionnalité des aides publiques. Une région comme l'Occitanie, désormais, utilise d'ailleurs l'Impact Score, qui a été créé par Impact France, qui est justement ce grand mouvement des entreprises engagées, utilise l'Impact Score pour mesurer objectivement le niveau d'engagement des entreprises et n'accorder ces aides qu'aux entreprises les plus engagées. Mais en tout cas, il faut que la puissance publique aide cette transition et finalement crée des bénéfices réels et immédiats aux entreprises qui s'engagent. Oui, ce que je voulais... Attendez, parce que Gwenaëlle avait une chose à dire encore, non? Oui. Non, mais moi, c'était pour rebondir sur le temps court et le temps long. Et souvent, la solution qui est trouvée dans le temps court, c'est justement cette communication un peu performative qui justement n'engage à rien, en fait. Et ça, c'est en train de pourrir un peu la situation, un peu comme la phrase que vous citiez, ou en tout cas le paradoxe, le consommateur paradoxal. C'est-à-dire les Français, les consommateurs sont prêts. Ça fait un moment, quand on parlait du monde d'après, souvenez-vous, lors de la pandémie, c'était ça aussi. C'était que tout le monde puisse s'engager pour changer de modèle. Et je pense que cette urgence-là, à ne pas
à ne pas l'adresser, on est en train de provoquer, en tout cas nous ce qu'on voit dans nos études, un peu de réactance et de frustration de la part des individus. Donc c'est pour ça, c'était juste un réagir au temps court, au temps long et à cette communication qui commence à être un peu délétère parce qu'elle est très très bien décryptée aujourd'hui. Un dernier mot, Philippe Croner, et vous conclurez, Claire. Oui, ce que je voulais dire, alors, mis à part ce que dit Pascal, qui est dans le monde mutualiste, qui est quand même un exemple un petit peu, je dirais, précurseur de tout ça. Merci, Philippe. Vous parliez vous-même, Anne-Claire, du monde capitaliste en général, où souvent l'œil est rivé sur le cours de bourse à 3 mois et où les décisions se prennent sur le court terme. Alors je rebondis comme madame sur le temps long et je dis que la stabilité de l'actionnariat, je ne dis pas être un facteur suffisant, mais un facteur nécessaire, une condition impérative pour avoir cette possibilité de s'investir sur le sens au travail et s'investir sur les questions de responsabilité sociale et environnementale. Et ça, beaucoup d'entreprises familiales l'ont. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que je rejoins ce que disait Pascal. Je vois à quel point nos adhérents arrivent à recevoir des CV. Alors je vais rebondir sur ce que vous disiez, de gens qui veulent sortir du monde des grandes entreprises dont on ne connaît pas les actionnaires parce qu'ils sont à Honolulu, Chicago ou Singapour. N'y voyez pas une attaque contre les fonds d'investissement. Il y a toutes sortes de fonds d'investissement. Il y en a des biens et des moins biens. Mais quand vous avez le capital d'une entreprise qui est incarné, quand il y a une famille derrière, quand elle donne du sens à l'engagement des collaborateurs, le collaborateur il est beaucoup plus à l'aise que s'il est au service d'actionnaires totalement anonymes. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ça change un peu. Il y a une étude qui a été publiée aujourd'hui de l'Institut français des administrateurs qui montre que dans les grands groupes aussi, c'est en train, en tout cas, de changer ça bouge. Et de bouger plutôt dans le bon sens, ayant une vision optimiste. Ce n'est plus que du marketing. Claire, vous voulez conclure? Pourquoi pas. Moi, je suis très optimiste par ailleurs, hein, mais je crois quand même que c'est ce que vous disiez un petit peu. Enfin, je crois qu'il faut quand même qu'on réussisse à trouver un équilibre parce que oui, il faut de la sérénité pour faire tout ça. Et la sérénité, ça veut dire du temps, ça veut dire des bases, ça veut dire de ne pas confondre vitesse et précipitation, ça c'est certain. Après, il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Et ça, je crois que c'est quand même très important. Et on parlait des jeunes, alors je sais que vous allez en débattre tout à l'heure, mais il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Il y a des décisions qui doivent être prises et des actions qui doivent être mises en œuvre à un moment. Et on ne peut pas toujours attendre 2, 3, 4 décennies parce qu'on vit tous quand même sur la même planète et on se rend bien compte que nos actions aujourd'hui, elles ont des conséquences aujourd'hui, en fait. Et donc voilà, c'est peut-être ça mon message, c'est être serein, certes, mais mobilisé et en action. Et la pression des jeunes générations. Ah, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. J'ai dit qu'elle allait conclure. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup, infiniment. Anne-Claire. Merci.